Bonsoir, place au jeudi des professions de santé, deuxième numéro. Alors bienvenue à ces milliers d'infirmiers, pharmaciens, kinés, dentistes qui nous rejoignent et qui rejoignent les médecins fidèles à cette émission. Tous sont désormais eux aussi devenus fidèles à cet espace unique de débat télévisé entre professions de santé. À mes côtés, autre représentant de notre partenaire, le groupe Vive, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique que vous connaissez bien maintenant. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-François. Alors, un sujet pas facile. Pas facile, mais ça concerne des centaines de milliers de patients, leur entourage, donc un sujet passionnant. Eh bien, nos invités ce soir sont Laura Aravena, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue au centre hospitalier des Murets. Corinne Bosfluc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne infirmière, mais par contre maintenant vous êtes directrice des soins, enfin vous gérez le cadre santé de l'ambulatoire de santé psy sur le pôle Mont-d'Or-Chanévrier. Je l'ai bien dit ? Presque. Bon, presque. Allez, une série de questions pour commencer pour vous, mesdames. Vu le sujet, est-ce que vous avez eu peur dans l'exercice de votre métier auprès de ces malades ? On commence par vous. Oui, bon, c'est vrai que c'est une question qui revient parfois dans mon entourage ou qui a pu m'être posée. Et ce que je regrette, c'est que dans cette question, ce qui est mis en avant, c'est la question de la dangerosité de nouveau. Bah oui, mais c'est bien la question. Alors moi, je profite du fait d'être ici justement pour insister là-dessus, et c'est de dire que les personnes qui relèvent de la psychiatrie en France, que ce soit de l'intra-hospitalier, c'est-à-dire qu'elles soient hospitalisées, ou de l'extra, c'est-à-dire en ambulatoire, qui viennent au CMP, sont des personnes qui sont avant tout en souffrance, des personnes en souffrance psychique, morale, des personnes en grande difficulté dans leur lien à l'autre, bien avant d'être des personnes dangereuses. Là, vous argumentez. Est-ce que la question toute simple, c'est est-ce que vous avez eu peur dans l'exercice ? On va argumenter tout ça. Mais est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous vous souvenez de moments où vous avez eu peur ? Alors, je pense qu'il y a pu y avoir plus que des moments de peur, des situations où effectivement on a senti le manque de moyens, par exemple, le manque de personnel. Où on a pu se dire a posteriori, s'il y avait eu plus de monde, telle situation ne serait pas arrivée. Après, non. Mais donc vous n'allez pas au boulot avec la trouille au ventre, c'est ça que je veux dire. Non. Et vous, Corinne, vous avez eu peur parfois ? Je suis un peu du même avis. On ne vient pas au boulot avec la peur au ventre. Il y a des situations qui peuvent être stressantes, mais en général, quand on est face à une situation qui devient difficile et compliqué, on cherche des moyens pour avancer dans la prise en charge de nos patients. Donc on n'a pas peur. On est dans une démarche professionnelle, dans l'exercice du métier, et on gère une situation. C'est bien que vous répondiez ça, parce que vous verrez tout à l'heure, Antoine Pellissolo est d'accord avec vous, alors que tout le monde nous dit « Oh, ces pauvres femmes, être face à ces malades, tout le temps, ça va être... » En fin de compte, sur ces malades sévères, quels sont les mots qui viennent le plus ? Manque de personnel, manque de structure, manque de budget ou dangerosité ? Plutôt les trois premières notions, les manques de moyens. J'ai fait exprès de commencer par ça. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment le problème. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des moyens, de personnel. Il y a un manque immense de psychologues dans les services de psychiatrie. Ça s'aggrave ? Oui, ça s'aggrave, bien sûr. Il y a un manque immense de psychiatres, ce qui fait que pour les uns et pour les autres, il y a des rendez-vous qui sont avec des délais très grands pour revoir les patients. Les séances sont de plus en plus courtes, donc il y a une véritable pénurie à ce niveau-là. Oui. Corinne, vous vole vos réponses à chaque fois, parce que je suppose que vous avez un peu la même chose à dire, non ? Oui, on doit s'organiser avec les moyens qu'on nous donne, et parfois c'est compliqué. Alors pour prendre en charge ces patients quand ils arrivent en ville, est-ce qu'il faut une formation particulière ? Prenons l'exemple d'un patient qui revient, on a parlé du diabète, mettons qu'il ait besoin d'un pansement fait par une infirmière libérale à domicile. Est-ce que pour qu'elle soit juste dans sa détection, son repérage et l'accompagnement, est-ce qu'elle doit être formée de manière un peu spécifique pour prendre en charge ces malades ? C'est vrai aussi pour les médecins du travail, c'est vrai aussi pour les... Nous travaillons, je m'occupe de CMP, donc on travaille avec des infirmiers libéraux qui viennent au domicile des patients et qui sont vraiment des partenaires de soins pour nous, parce qu'effectivement, ils viennent soit faire leur pilulier ou leur donner leur traitement à domicile ou faire des pansements, et ils savent que ces patients sont suivis en psychiatrie, et ils n'hésitent jamais à nous appeler s'ils ont un souci. Non, mais Nicolas ne parlait pas de cela. Ceux-là, évidemment, ils ont une formation en psychiatrie. Non, c'est des infirmiers libéraux. Oui, mais ils ont quand même une formation ou pas ? Non, pas spécifique. D'ailleurs, les infirmiers de psychiatrie n'ont pas aujourd'hui de formation spécifique. Par contre, ils sont formés
dans nos unités, parce qu'on met en place des formations, parce qu'effectivement, c'est une spécialité, de la même manière qu'on est formé en cardiologie, on apprend sur le tas ou par des formations institutionnelles à s'occuper de ces patients. Mais les infirmiers libéraux ont eu des stages en psychiatrie obligatoires durant leur formation et sont parfaitement en capacité de voir si un patient décompense ou pas, a un souci ou pas sur le plan psychiatrique et d'alerter le CMP ou l'intra en fonction du relais qu'il a. Pour les paramédicaux, les auxiliaires médicaux, ce n'est pas une obligation d'être une spécialité, la prise en charge des malades psychiatriques. Ce n'est pas une spécialité. Il n'y a plus d'infirmiers psychiatriques, de formation d'infirmiers de psychiatrie. La formation infirmière est un tronc commun et il n'y a pas de... Et le pharmacien, est-ce que le pharmacien il est sensibilisé à la prise en charge des malades psychiatriques, là où les psychotropes sont délivrés? Est-ce que c'est un bon endroit aussi pour faire du repérage, de l'aiguillage? Oui, Antoine Pellissolo, je ne vous ai pas encore présenté, mais Antoine Pellissolo, vous êtes professeur et chef de service dans le service de psychiatrie du CHU de Créteil. Alors les pharmaciens sont des partenaires, des intervenants du parcours de soins essentiel parce qu'ils délivrent effectivement le médicament et les médicaments psychotropes, vous savez, sont très consommés en France et ils ont une formation générale dont troubles psychiques et maladies et traitements psychotropes, pardon. Et alors c'est vrai que c'est encore assez peu dans les mœurs d'échanger beaucoup, mais ça va se faire de plus en plus. Et les psychothérapeutes, il y a ceux qui sont à l'hôpital, qui sont formés à ça, puis les psychothérapeutes libéraux, est-ce qu'ils sont vraiment formés à la psychiatrie un peu lourde ? Est-ce qu'ils sont formés à la psychiatrie lourde? Non, parce qu'après, la psychiatrie lourde, lourde comme vous dites, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience. C'est en travaillant en psychiatrie, effectivement. Oui, et donc, après, que ce soit un travail en libéral ou en institution, le statut de psychothérapeute est réglementé de la même façon pour les deux. Alors Antoine Pellissolo, j'ai fait plusieurs émissions avec un garçon absolument exceptionnel qui s'appelle Polo Tonka, qui est un schizophrène sévèrement atteint, un esprit exceptionnel, puisqu'il a décidé d'écrire. Je vous conseille d'ailleurs son livre qui s'appelle Dialogue avec moi-même aux éditions Odile Jacob. Pourquoi je vous parle de ce garçon? Parce qu'il rapporte l'incapacité permanente de se fier à son apparence. Il y a une espèce de dichotomie entre ce qu'il ressent lui et ce que ressent son médecin, qui apparemment ne le comprend pas. C'est ça, Antoine, le problème, ce problème de communication dans des maladies de la communication? Oui, alors en tout cas la schizophrénie comporte au sein d'autres symptômes, mais souvent des problèmes de communication de part et d'autre, c'est-à-dire que la personne elle-même malade a du mal à communiquer. Et les interlocuteurs, souvent, sont perplexes devant quelqu'un qui n'a pas des réactions habituelles, on peut le dire, et avec notamment des signaux, on dit, non-verbaux, émotionnels, qui ne sont pas ceux dont on a l'habitude. Donc, effectivement, les personnes souffrant de schizophrénie sont souvent isolées, se retrouvent isolées parce que, ayant du mal à communiquer avec les autres. Et même les professionnels de santé peuvent se faire prendre à cette dichotomie-là, à cette... sur la difficulté à faire une évaluation et un diagnostic de symptômes très interne, on peut dire, des choses qui ne montrent pas, oui, parce que ça passe avant tout par l'interrogatoire, une discussion, un entretien, et que si la personne soit ne se livre pas, parce qu'elle choisit de ne pas se livrer, soit si le professionnel n'est pas à l'écoute, ne connaît pas bien les ressorts de ces maladies, on peut passer à côté, et d'ailleurs plein de psychiatres aussi, quand on va trop vite ou quand on fait les choses sans en avoir le temps, c'est toujours difficile comme diagnostic, bien sûr. Et dans l'éventail des possibilités à la sortie de l'hôpital, vous dirigez ces patients vers où? Des CMP, donc leur domicile, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a des structures relais, des appartements thérapeutiques? C'est quoi l'éventail des structures relais? Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qu'on se trouve le mieux aujourd'hui? Alors, il n'y a pas une structure qui fonctionne mieux qu'une autre a priori, puisque justement, ces structures différentes, elles sont faites pour s'adapter aux situations différentes des patients. Donc on a effectivement des appartements thérapeutiques qui répondent à un besoin spécifique de certains patients. Certains patients ont juste besoin d'avoir un suivi au CMP au long cours, et dans ce cas, c'est un rendez-vous qui est en général mensuel avec les infirmiers, avec les psychiatres et les psychothérapeutes en fonction de leurs besoins. Donc en fait, on essaye d'adapter le besoin du patient avec des outils. Il y a aussi d'autres structures que les structures de l'hôpital. Question à la psychothérapeute et au professeur de psychiatrie, c'est quoi le mieux pour quelqu'un qui sort? C'est d'aller à son domicile et d'avoir une structure que vous mettez en place, ou d'aller dans une structure spécialisée?
Je rebondirai si on n'a pour pas de vous problème répondre d'argent. à ce que vient de dire Corinne. C'est-à-dire que je pense que le principal, c'est d'être à l'écoute de ce que veut le patient, en fait, et de Oui, ce mais dont si on il a n'avait besoin. pas de problème d'argent, qu'est-ce qui est le mieux? Des centres comme celui qu'on va voir dans un instant, ou alors ramener les gens à la maison? Vous dites quoi, vous, Antoine? Il n'y a pas de règle générale, hein. On ne peut pas dire comme ça, c'est au cas par cas, ça dépend de chaque Mais personne. vous êtes capable de l'analyser, ce cas par cas? Oui, alors en premier niveau, je pense qu'on a maintenant une direction générale qui est de dire que les personnes souffrant de troubles psychiques doivent vivre avec tout le monde. Avec nous. L'idée, c'est d'inclure, on va dire, toutes les personnes, comme les autres en handicap, encore une fois, dans la vie normale. Alors, si on peut le faire à domicile avec une vie classique, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on ne peut pas, on va trouver des solutions adaptées. Ce n'est pas aux patients de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter aux différents types de handicap ou de vulnérabilité. Et donc, on essaie de créer, alors c'est jamais parfait, mais des lieux qui correspondent exactement. Donc, il y a aussi des lieux qui sont des vrais hébergements adapté aux difficultés. C'est très individuel, effectivement. On ne peut pas faire une solution par personne, mais on a une gamme, heureusement, qui est assez riche. Pas suffisante, mais assez riche. Alors, nous avons voulu vous apporter, comme c'est la tradition dans les jeudis des professions de la santé, des témoignages saisis dans la Maison des usagers de Lille. Un reportage de Thierry Borsat et Oriane Loiseau. Pour les usagers, c'est assez difficile de trouver les réseaux. En fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver la bonne personne au bon moment, et de mettre tout ça en réseau. Ça, c'est très compliqué. Donc, on est un partenaire. La maison des usagers n'est pas une structure qui va suivre les patients après une hospitalisation. En fait, c'est une structure d'accueil complètement libre. Une personne, par exemple, qui a été hospitalisée à l'établissement de santé mentale de Lille n'est pas obligée de venir ensuite ici pour avoir des renseignements ou pour rencontrer des associations. Elle le peut, mais ce n'est pas une obligation. On est effectivement un recours pour les usagers qui ont besoin d'informations, d'accueil, via les associations. Ce n'est pas une structure de soins, c'est simplement une structure d'accueil. Un espace d'échange, d'information pour tous les patients. Le seul lien qui existe entre l'établissement de santé mentale et la maison des usagers, c'est que la maison des usagers fait partie de l'établissement de santé mentale, mais qu'elle n'est pas géographiquement dans l'établissement de santé mentale. Et je crois que les usagers font très bien la différence et se sentent plus libres. Ici, il n'y a pas de médecin, ça c'est vraiment très important pour eux. Ils sont entre eux et libres de parler et sans jugement. Je crois que le mot jugement, il est aussi important. Quand ils sont ici, j'ai l'impression qu'ils sont citoyens comme tout le monde, comme moi. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence, quoi. Comme il n'y a pas de personnel médical, moi, ils savent très bien que je ne suis pas un personnel médical. J'ai l'impression, quand je discute avec eux, on est d'égal à égal, citoyens, on discute de tout, de rien. Vraiment, les usagers, quand ils viennent demander, ils viennent plusieurs fois et ils se sentent bien ici, dans la maison des usagers. C'est un endroit où on pousse la porte et on va pouvoir dire tout ce qu'on veut, on va pouvoir le dire. Parce que tout le monde a peur de cette maladie, mais là, ici, il n'y a pas de tabou. On va rencontrer des gens qui vont le dire aussi, qui vont en parler. C'est en ville, une maison comme tout le monde, il y a des gens qui passent, ils ne savent pas si c'est une galerie d'art ou je ne sais quoi. Pour moi, la MDU, ce qui est bien, c'est que c'est un lieu de rencontre, parce que vous savez, vous pouvez regarder les documentations, etc. On voit beaucoup d'entités séparées comme ça. Et en fait, c'est vraiment une mise en commun d'informations, de connaissances, un lieu d'expression. Il n'y a rien de mieux qu'un malade pour aider un autre malade dans la maladie. Et en fait, c'est vrai qu'on devient acteur de notre maladie, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai très longtemps subi mon parcours, et maintenant, j'en deviens acteur. Et c'est ça qui est un grand changement. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai quasiment plus de traitement. J'ai juste un traitement de base, mais vraiment le moins possible. La sortie de l'isolement, les activités, vivre en fait. Et pas seulement entre malades. Hein. On est très bien ensemble, c'est bien. Mais je pense que pour beaucoup, ça doit être un tremplin.
Il y a plein de choses à sortir de ce reportage. Le mot usager qui sort sans arrêt. Je demandais à la psychothérapeute, le fait de ne pas dire malade, patient, d'avoir un nouveau mot, est-ce que c'est important? Il est répété tellement de fois que je suppose qu'il doit être important. Oui, c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus. Je crois que l'idée, c'est de, et ça a été bien dit dans le documentaire, c'est de redonner à l'usager, enfin à la personne qui est hospitalisée, toute la place à sa parole. Et dans le terme de patient, qu'on utilise encore aussi très souvent, il y a quelque part une dimension un peu de passivité, de voilà. Mais quand on vient de se faire opérer, par exemple, et qu'on va dans un centre de réadaptation, on ne dit pas l'usager. C'est vraiment typique de la maladie psychiatrique. Non, c'est une approche différente du soin qui n'inclut pas que les patients, qui inclut souvent les familles. On considère que les usagers du système, c'est aussi la famille. Et ça peut être nous tous, en fait, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai que, quand on est hospitalisé, on parle de patients, c'est sûr. Mais dès qu'on est dans la vie réelle, on est des usagers d'un système comme un autre. Et vraiment, nous, on se bat tous les jours. On n'a pas l'habitude de l'entendre dans le monde médical. C'est pour ça que je me suis permis de... Donc, on aplanit la différence. Il y a par contre une chose qui n'a pas dû vous plaire, c'est que, c'est clair, pas de médecin, on se sent mieux, quoi. Oui, mais heureusement, on ne peut pas être partout non plus. Non, mais même si vous étiez là, ils n'ont pas tellement envie de vous voir. Bien sûr, parce qu'on représente souvent le mauvais côté de la maladie, c'est-à-dire parfois des soins lourds, parfois des médicaments qu'on n'a pas envie de prendre. Donc, on trouve ça très bien. Et vraiment, le grand service rendu par ces structures, il y a beaucoup de structures maintenant qui sont les groupes d'entraide mutuelle, par exemple, je pense que ça correspond un petit peu à ça, qui sont autogérés par des personnes touchées par la maladie. C'est que ça crée du lien social, tout simplement. Et ces maladies-là créent des ruptures telles qu'il faut réintroduire du lien humain dans la vie de ces personnes. Corinne, l'infirmière, elle est du côté perçu comme le psychiatre, c'est-à-dire que moi, il y en a moins tranquille, ou vous êtes intermédiaire? Ça dépend des situations. Je pense qu'en situation de crise, quand un patient va vraiment très mal... Mais là, on ne parle pas de crise, là, on parle de gens, d'usagers, là. En ville, les soignants sont des relais, mais je pense qu'ils sont aussi en demande de soins et en demande de voir leur psychiatre et de voir les infirmiers. Et puis après, il y a des choses différentes. Il y a les CMP, puis il y a les activités dans les unités de jour, où il y a les réseaux qu'on crée, où on donne aux patients aussi des moyens d'aller dans des structures associatives. On donne ces adresses-là aux patients pour créer du réseau, pour leur permettre, eux, de réinvestir leur vie sociale. Corinne, vous vouliez réagir sur le fait que c'est le domaine du psychothérapeute, la maison des usagers? Oui, moi je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette maison des usagers est dans la ville. Et puis elle dit bien, cette dame, qu'elle n'est pas à l'intérieur de l'hôpital. Et ça me faisait penser au titre, en fait, de cette émission d'aujourd'hui, ce qui est qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'hôpital. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur cette notion de dehors et de dedans, qui, dans le fond, vient un peu renforcer ce clivage, et puis l'idée de cette mise à distance, et donc de potentielle dangerosité. Là où, en réalité, le travail qu'on fait tous en psychiatrie, c'est plus un travail sur une certaine temporalité. C'est sur un avant, un pendant, un après. Il y a une réelle continuité, en fait, dans la prise en charge. Il n'y a pas une rupture sèche comme ça de l'avant, l'après. Nous, on est là avant pour les patients du secteur qu'on connaît depuis longtemps, mais pendant. Et puis après, il y a un véritable travail de coordination avec le réseau, les partenaires, effectivement. Est-ce qu'il y a des aides financières pour pouvoir, dans ces structures, pour les malades, pour qu'ils aient accès à ces structures, pour que ces structures émergent, qui payent? Oui, il aurait fallu inviter une assistante sociale, mais oui. Ah oui, mais attendez, on ne peut pas tout faire. Non, mais qui paye, là? Comment ça se passe? Il y a des prises en charge par la société, effectivement, de la partie soins, la partie handicap, quand il faut le soutenir, comme tout citoyen. Je pense que le terme était tout à fait utilisé à bon escient tout à l'heure, parce que, comme d'autres problèmes de santé, la collectivité, heureusement, permet d'avoir une vraie solidarité. Il y a un coût, mais il y a encore une fois tout ce qui peut être gagné quand on a fait un rétablissement et que la personne va retrouver son rôle dans la société qui est vraiment essentiel. Et ça fait partie du parcours classique maintenant d'avoir une maison des usagers ou de l'entraide telle que vous en parliez? C'est partout sur le territoire. Ça fait partie des recommandations. Il n'y a pas de perte de chance, que ça soit à Guéret, à Strasbourg, à Rennes? Laura n'a pas l'air d'accord. Non, je pense qu'il doit y avoir des inégalités sur le territoire français. Après, parce que ça paraît, c'est quand même quelque chose qui est très recommandé. On a eu tout à l'heure dans l'émission des JDF des témoignages de patients incroyables. Là, on a des gens. Ça paraît quand même une solution
plutôt bonne. Oui, au point que c'est maintenant dans les textes. C'est-à-dire que tous les départements, tous les territoires, comme on dit, doivent avoir, parmi plein d'autres choses, ces structures donc d'entraide mutuelle. C'est aussi à la main des usagers eux-mêmes, justement. Donc il faut l'encourager, mais on ne peut pas non plus facilement l'imposer comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait des personnes, et moi j'en connais, qui passent une bonne partie de leur vie à organiser ça de manière bénévole. Enfin, c'est un engagement très fort. Quand même. Il y a un délai d'attente pour aller dans ces maisons-là, c'est-à-dire que les gens restent à l'hôpital en attendant d'avoir une place. Non, là, ce sont des centres dans lesquels on va passer quelques heures dans la journée. Donc il n'y a pas la question des places. En général, c'est ouvert à tout le monde. La question des places, elle se pose pour les logements, par exemple, où là, ça peut être très long, malheureusement, parfois des mois, voire plus. Mais vraiment, on a là surtout la démonstration de la nécessité de la sociabilité, de la socialisation, du lien humain, parce que sinon, moi j'ai en tête des personnes qui parfois demandent à revenir à l'hôpital d'elles-mêmes, juste parce qu'elles y connaissent du monde, d'autres patients et des soignants. Les infirmiers, beaucoup quand même, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est souvent quand même des interlocuteurs importants. Mais c'est là qu'on voit que le système ne marche pas toujours très bien. C'est-à-dire que pour avoir une vie sociale, certains patients ont besoin de venir à l'hôpital. Il faudrait que les infirmières comme vous sortent, en fin de compte, il y ait plus d'échanges entre le monde libéral et le monde hospitalier. Mais il y en a. Il y a des échanges. Ouais. On voit tous les jours sur les CMP des infirmiers libéraux, ils appellent, on est en contact permanent et tout le travail, ce travail de réseau et de maillage, il est extrêmement important pour justement permettre qu'il n'y ait pas de rupture dans le suivi de ces patients et de permettre justement d'éviter les réhospitalisations parce que le maillage n'est pas fait. Il y a un véritable maillage, il n'est sûrement pas parfait, il est à améliorer toujours, mais il existe et on y travaille. Alors, question pour les psychothérapeutes, faut un diplôme particulier pour faire de la psychothérapie avec des malades qui sont des malades psychiatriques ou des malades... C'est un peu votre question d'avant. Oui, bien sûr, il y a une formation diplômante pour être psychologue. Non, mais pour être psychologue auprès de malades lourds. Auprès de malades lourds, non. Ça fait partie du cursus. Alors, une question, vous allez me tuer, est-ce que c'est un métier d'homme ou de femme ? Alors, il n'y a pas d'appartenance de genre particulière. C'est pas ça. Est-ce que, comme c'est des malades qui sont supposés parfois être un peu dangereux, est-ce que... Non, il n'y a pas de distinction de genre. Voilà, je savais que ça apparaît par ma question. Je vous donne la suivante, Nicolas. Il y a des écoles de psychothérapie qui s'affrontent pour traiter ce genre de malades. Ah oui, donc les affrontements. Oui, il y a des affrontements. Ça arrive. Après, je pense que quand on est soucieux de vraiment mettre au centre de la réflexion la parole du patient, on évite ce genre d'écueil. Vous êtes toujours d'accord. Excusez-moi, Antoine, vous vouliez dire un mot. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a heureusement aussi du recul un peu, on va dire, scientifique sur ce qui peut être utile et ce qui l'est moins. Et aujourd'hui, il y a des techniques bien validées d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, on dit chez nous, de réhabilitation, de remédiation, pour lesquelles il y a des diplômes là qui sont plutôt post-formation. Et ça se structure. Alors, c'est encore en développement en France, parce que malheureusement, ça a été laissé un petit peu de côté pendant longtemps. Mais il y a maintenant des programmes qui sont des programmes dont on sait qu'ils sont efficients et qu'il faut d'ailleurs faire plus souvent et en général plus tôt que ce qu'on fait d'habitude. Vous êtes d'accord généralement avec les psys sur les critères de sévérité ou vous avez parfois des discussions qui peuvent être houleuses sur la façon d'apprécier les malades et leur capacité à partir et être entre guillemets libres comme ils disent? Non, je pense qu'on s'accorde plutôt pas trop mal avec les psychiatres. De sévérité, vous voulez dire? C'est-à-dire que lui, il va dire, je pense que ce malade, il peut sortir, il est pas, sa malade, il n'est pas dangereux. Ou vous avez les mêmes critères, vous êtes d'accord là-dessus? Vous allez plus loin dans la... Oui, je pense qu'on s'accorde quand même en équipe. De toute façon, ce ne sont pas... Mais qui va plus loin dans la connaissance du patient, le psychothérapeute ou le psychiatre? Alors, juste pour répondre à la question d'avant, on se met d'accord en équipe, déjà. Alors, évidemment, c'est vrai que ça revient quand même souvent à des décisions médicales, mais qui sont prises en équipe. Donc, c'est le patron qui dirige. Qui sont prises en équipe. Et je crois qu'on s'accorde pour ne pas penser les choses en termes de dangerosité, mais surtout du projet pour le patient, de ses attentes. Qui connaît mieux le malade, son psychothérapeute ou son psychiatre? À partir du moment où il a été... en fait, c'est tout l'intérêt d'un travail... C'est l'infirmière qui veut répondre, là, mais allez-y. C'est tout l'intérêt d'un travail en équipe pluridisciplinaire. Je veux dire, en psychiatrie, il y a des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychiatres, des infirmiers, des psychologues. J'ai oublié
quelqu'un. Je crois que c'est plutôt ça. Peut-être que... On est très nombreux et c'est ce qui permet justement à plusieurs d'avoir une... Peut-être que Corinne avait envie de répondre, c'est l'infirmière qui connaît mieux le patient. Mais... Pas du tout. Ah bon. Elle a répondu finalement ce que je voulais répondre. On travaille en équipe et je pense que les médecins ont besoin de l'avis de tous pour prendre des décisions, de la même façon que nous, on a besoin de leur expertise pour avancer dans nos prises en charge. Antoine, vous pouvez être fier, vous avez une très belle équipe qui répond comme il faut répondre, justement là où on a envie d'avoir un travail d'équipe. Nicolas. Alors, les psychothérapeutes libéraux, on les voit plutôt dans la prise en charge de patients légers, voire dans le développement personnel. Il y a une appétence pour vous particulière dans le cadre de vos études, dans le cadre de vos orientations, pour aller vers les malades psychiatriques un peu plus lourds, ou c'est une exception ? C'est difficile de répondre. Je pense que ça dépend du parcours de chacun, mais dans la profession en général, centres d'intérêt. pas dans vos choix personnels, mais dans la profession. Contre, vous ne faites pas de méditation. J'ai pas bien. Alors, juste posez-moi la question. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce que les psychothérapeutes libéraux, on a fait une émission d'ailleurs entière là-dessus dans les JDF, où on a parlé de techniques, d'auto-hypnose, de trucs comme ça, qui sont des méthodes un peu plus de développement personnel. Pour traiter des phobies, trucs. Est-ce que vous utilisez les mêmes techniques ou... Non, alors ces techniques-là, elles sont, tous les moyens dont on dispose en tant que psychologue, on les adapte selon la personne, selon le patient. Et c'est vrai qu'en psychiatrie adulte, voilà, c'est une population donc adulte. Enfin, il y a des appétences évidemment qui dépendent de chacun. Il y a des secteurs de psychiatrie qui travaillent avec des enfants, la pédopsychiatrie avec des adolescents, le travail en libéral qui est effectivement davantage orienté vers des personnes qui sont également en difficulté, mais qui ont peut-être besoin d'un dispositif un peu moins solide, moins contenant que peut l'être l'hôpital. Oui, je crois que c'est deux niveaux différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des diagnostics différents, de maladies différentes, et pour autant, parfois, utiliser quand même des outils qui ressemblent, alors qui ne seront pas utilisés de la même façon, mais on peut faire de la psychothérapie avec des patients psychotiques. C'est une psychothérapie particulière, et c'est vrai que je pense que selon les parcours des professionnels qui peuvent changer, d'ailleurs, vous pouvez peut-être commencer par une activité, puis en faire d'autres après, c'est assez complémentaire, mais c'est vrai que la partie psychiatrique doit être une motivation, parce qu'on ne vient pas là par hasard, c'est sûr. Et vous intervenez à quelle fréquence ? Combien de temps ? C'est quoi une prise en charge psychothérapeutique chez du malade psychiatrique lourd ? Ça dépend des patients, ça dépend de l'endroit. Moi, par exemple, je travaille à la fois en intra-hospitalier et en extra-hospitalier, donc c'est pas tout à fait le même travail. Il y a des psychothérapies individuelles, du travail de psychothérapie plutôt groupale. La fréquence, c'est dans l'idéal toutes les semaines pour des psychothérapies classiques, toutes les semaines de façon très régulière. Après, on est amené, par le manque de moyens, on est amené à aménager un peu les plannings et à réduire quand même parfois les prises en charge contre notre... Et parlons moyens, quel est le coût, quel est le remboursement ? Alors je ne parle pas des malades en ALD, mais... Il y a un coût de la psychothérapie comme ça sur ce type de malade. On fait partie des services du même dispositif de psychiatrie du service public. Donc c'est la même chose que quand ils ont un rendez-vous avec leur psychiatre, avec une infirmière. Je trouve que ça doit être difficile à mettre en place en libéral. C'est aussi pour ça que c'est plutôt un secteur hospitalier, non ? Oui, en majorité, c'est dans le système public. Alors certains patients sont quand même suivis par soit des psychiatres ou des psychologues en libéral. Et c'est les tarifs assez variables selon les régions. Mais c'est un coût. C'est vrai que la plupart des patients qui sont en situation de handicap ou de non-travail ne peuvent pas le financer, c'est sûr. Alors on va parler un peu des infirmières maintenant. Je vous pose la question homme-femme, mais je sais que la réponse, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'infirmière homme ou femme qui... C'est pas la corpulence qui... Ce qui n'est pas la corpulence qui fait l'infirmière, j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes assez informés, assez intégrés dans le circuit de soins ? Dans cette émission, les infirmières se plaignent toujours en disant nous, on n'est pas aussi bien informés que les autres professions de santé. Donc, informés à quel niveau ? Informés par l'équipe soignante, de psychiatres, alors, surtout les infirmières libérales qui disent ça. Je vais revenir sur ma réponse précédente. On travaille en équipe et on est obligé de travailler ensemble si on veut travailler correctement. Donc nous, on a un dossier de soins commun, on a accès aux informations qui concernent le patient et on travaille ensemble le plus possible.
Alors vous êtes théoriquement concerné par l'intégrité physique et psychique de vos malades, mais cela dit, quand on s'est un peu spécialisé en psy, est-ce qu'on a toujours l'agilité pour pouvoir, un peu comme on a posé la question tout à l'heure au médecin, pour pouvoir détecter des symptômes organiques et pouvoir faire le diagnostic ou l'orientation ou l'alerte ou le repérage vers un médecin, un clinicien généraliste? Comme je vous disais tout à l'heure, la formation des infirmières qui travaillent en psychiatrie est une formation d'infirmières. Mais l'expérience après? Elles sont parfaitement en capacité de voir que le patient a un problème somatique. Vous êtes plus fort que les psys, donc qui, eux, passent à côté des fois de... Alors, c'est différent. C'est que nous... défendez-vous sur Vous voulez nous mettre en concurrence, hein? Non, mais je parlais là pour Antoine Pellissolo qui disait qu'effectivement, il y a un fait qu'on va rappeler, les malades psychiatriques vivent 10 ans de moins que les autres. Oui, alors vous répondez quoi là? À cause de les causes de cet état de fait, elles sont diverses. Multifactorielles, comme on dit. Oui. Et comme disait M. Pellissolo tout à l'heure, elles sont liées aux patients, elles sont liées à plusieurs paramètres. Et s'il y a un problème aigu chez un patient, on a une surveillance du poids, de la taille, de la tension. Mais par exemple, la douleur, Antoine Pellissolo, ils ne se plaignent pas comme toujours. Les autres, les malades psychiatriques, souvent. Évidemment, c'est plus difficile à évaluer. Parfois. Et ça demande une attention très particulière et des outils qui sont maintenant plutôt bien développés. En tout cas, dans les hôpitaux, on a eu beaucoup d'attention sur ce sujet-là. Mais encore une fois, c'est souvent l'infirmier qui est au premier contact du patient. Et c'est vrai que le médecin, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être multispécialiste, va être... C'est le lanceur d'alerte. Potentiel. Souvent. Vous êtes le lanceur d'alerte potentiel. Mais ça fonctionne? Parce que d'un côté, on voit le printemps de la psychiatrie, vous pouvez parler du manque de moyens, on voit qu'il y a une espérance de vie qui est différente. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous entend, on a l'impression que ça fonctionne? Et en même temps, quand on voit que le système de santé, de prise en charge psychiatrique, en tout cas, il y a des signes qui montrent que c'est à bout de souffle. Donc, quelle est la réalité des choses derrière? On a évidemment des difficultés à fonctionner, mais on cherche toujours à améliorer nos outils et nos moyens. Qu'est-ce qui bloque, à votre avis? Ce qui bloque dans le système de santé. Qu'est-ce que vous amélioreriez? Vous auriez une baguette magique? Elle va nous dire qu'il faut faire une émission, mais est-ce que c'est le manque de moyens en règle générale? C'est peut-être au chef de service de répondre là-dessus, parce que c'est plus délicat pour vous de dire que vous manquez de moyens. Concrètement, forcément, mais je rejoins tout le monde, évidemment, on manque de moyens. Ouais. Allez, on va retrouver un dernier reportage à la Maison des usagers de Lille pour lancer la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, les gens sont hospitalisés de moins en moins longtemps, donc ils ont moins cette déconnexion de leur vie quotidienne. Après, leur vie quotidienne n'est pas forcément facile à affronter, elle ne correspond pas forcément à leurs attentes et ils ont parfois des difficultés à trouver un sens à leur vie avec leurs symptômes ou avec un diagnostic qu'on leur a donné. Et les personnes s'oublient totalement, on leur annonce un diagnostic terrible, qui a une image terrible dans la société, dans la vie, et ils se disent, voilà, je ne suis plus que ça, et ma vie va ressembler pas du tout à ce que j'avais pensé, et puis ça va être un peu restreint. Et ça, c'est pas vrai, et c'est important de leur dire, c'est important de les accompagner pour qu'ils en prennent conscience. Quand j'annonce à quelqu'un qui a aujourd'hui les symptômes qui ressemblent à une schizophrénie, je vais déjà être beaucoup moins affirmée dans le diagnostic, dans ce que je vais dire. Je leur dis, ça va être difficile, c'est vrai vous allez vivre des choses difficiles, mais vous pouvez vous en sortir et il y a des choses qui vous permettent d'avoir une vie épanouissante. Et vraiment, transmettre l'espoir, c'est la première étape du parcours de réhabilitation et de rétablissement de la personne. Ce mouvement de réhabilitation psychosociale, c'est comme ça qu'on appelle ces soins qui permettent d'accompagner les personnes dans leur rétablissement. En fait, il est né dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, avec l'arrivée des neuroleptiques. On a réussi grâce à ces médicaments, à apaiser les symptômes les plus aigus, et puis les gens sont rentrés chez eux, effectivement ils ne savaient pas fonctionner. Donc il y a eu des mouvements d'usagers pour dire les médicaments ne suffisent pas pour nous aider à vivre et il nous faut autre chose. La philosophie du rétablissement impose un travail d'égal à égal. C'est-à-dire que oui, il y a des médecins et des personnes souffrant en face de nous qu'on doit accompagner, mais le travail doit se faire dans un respect mutuel et justement d'égal à égal. Et l'idée, c'est à nous, médecins, de comprendre ce dont a besoin la personne et de lui proposer des soins qui sont adaptés à ce qu'elle a envie de faire. C'est pas à nous de lui dire voilà ce qui est bon pour vous.
Et normalement, si toutes les structures ambulatoires existaient, on devrait pouvoir toujours travailler les choses en amont et éviter les hospitalisations et éviter les injonctions de soins. Antoine Pellissolo, le monde meilleur, on en est proche. Parce que c'est plein d'espoir, mais est-ce que... Alors on s'en rapproche un peu et on s'en éloigne en même temps malheureusement parce qu'on a la connaissance de ce qu'il faudrait faire. Je crois que c'est ça qui est à la limite le plus dur, c'est qu'on sait exactement, enfin en tout cas de mieux en mieux, ce qu'il faudrait faire, notamment la prévention et la réhabilitation. Et on en a, je dirais, peut-être de moins en moins les moyens en ce moment. Alors ça, c'est ça qui est terrible pour décourager pas mal de professionnels. Alors, on ne baisse pas les bras et on continuera à avancer, mais c'est vrai qu'il y a ce grand écart un petit peu entre des missions qui augmentent, parce qu'en plus on nous demande de faire de plus en plus de choses en psychiatrie, les addictions, le psychotraumatisme, les personnes précaires, etc., l'accouchement, le post-accouchement, les personnes âgées. Enfin, voilà, on augmente nos missions et sans forcément mettre les moyens à côté de ce qu'il faudrait. Alors dans cette gradation des soins, au domicile du malade, il n'y a pas tout ça. Donc c'est quoi le parcours un peu pas type, mais un peu idéal ou conseillé entre l'hôpital et le domicile ? Alors c'est un lieu de vie déjà, qui soit adapté, et on a plusieurs, on l'a déjà dit, et puis ensuite des étapes. La première étape, c'est souvent reprendre une vie sociale, donc les lieux d'échange, les lieux de vie. Ensuite, il y a quand même un moment donné où on peut se poser la question du travail, donc il y a ce qu'on appelle un travail adapté qui pourrait être proposé, qui passe par la maison du handicap, enfin il y a des parcours. Et puis ensuite, une fois qu'on a construit les choses, on peut espérer que la personne soit autonome, gère elle-même son traitement et construise sa vie comme tout citoyen. Il y a beaucoup de maisons de ce type en France ? Il n'y a pas assez de solutions pour chacune de ces étapes. Donc souvent on met l'accent sur, par exemple, plutôt la réhabilitation, on va travailler sur les psychothérapies, donc on va le faire bien, mais il va manquer le maillon d'après, parce qu'encore une fois, tout ça est coûteux. C'est vrai qui prend en charge financièrement alors là, on voit que c'est une maison qui est par une mutuelle, mais en règle générale... ça peut être l'assurance maladie quand c'est vraiment du soin, ça peut être les départements quand c'est du handicap. Enfin, il y a un maillage là aussi entre plusieurs solutions. Ce qui manque probablement, c'est quand même un pilotage. On dit aujourd'hui, il manque un petit peu une vision d'ensemble et une vision à long terme. Vous avez un commentaire sur justement ces moyens dont vous aimeriez disposer Non, je crois que je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce qui est regrettable, c'est que le dispositif existe. Puis il n'y a pas que le sanitaire, il n'y a pas que l'hôpital, il y a le médico-social, le social. Enfin, on est très nombreux et tous très passionnés, je pense, les uns et les autres de notre travail. Au niveau de l'hôpital, il y a beaucoup de structures extra-hospitalières. On crée des projets. Enfin voilà, il y a beaucoup d'innovations. Mais on manque cruellement de moyens, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut réfléchir en termes de combien d'infirmières il y a, et puis c'est des temps très morcelés, de psychologues, qui ne permettent pas d'offrir aux patients et aux équipes. Juste, je voudrais finir là-dessus, mais c'est que ce manque de moyens, ça implique aussi un manque de temps, en fait, et qui nous empêche de nous réunir longuement pour réfléchir de façon approfondie sur chaque projet, de façon régulière. Laura, du temps, nous n'en avons pas beaucoup non plus. On arrive presque à la fin de cette émission et on avait demandé à certains de nos partenaires, comme infirmier.com, de nous suggérer des questions. Nicolas, vous commencez. Alors, une question, même si certains trouveront ça hors sujet, mais les femmes jeunes et handicapées sont les premières victimes de violences. Ça marche aussi pour les malades psychiatriques? Est-ce qu'il y a une vulnérabilité particulière des femmes? Docteur. Voilà, on se décharge sur le docteur, là? Non, on va laisser Corinne répondre. Je n'ai pas les moyens d'avoir une réponse objective. C'est certain qu'elles sont forcément, de fait, plus sujettes à certains types de violences. Mais je dirais parce qu'on regarde de la population générale, mais je ne peux pas m'avancer plus. Je crois qu'effectivement, comme dans la société en général, les femmes sont souvent plus vulnérables parce que moins bien il y a moins d'efforts, je pense, d'attention particulière dans certaines situations, et elles souffrent autant de troubles psychiques que les hommes. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y a dans les deux sexes des particularités liées à des maladies différentes, mais qui sont en général quand même très proches les unes des autres. Deux commentaires qui sont à peu près du même tonalité. Une infirmière qui dit que ce serait
serait cool si on arrêtait de dénigrer ou de banaliser les maladies mentales. Voir des gens utiliser sa maladie comme une insulte ou une blague, c'est douloureux. Et une autre qui dit il faut appeler un chat et ne pas utiliser les mots de la psychiatrie n'importe comment. Parano, schizo, maniaque, ça a une vraie signification. Dans l'espace politique qui recouvre 26% des publications des médias, le terme est employé à 90% comme une insulte pour disqualifier non seulement le discours, mais aussi l'adversaire en tant que personne. Psychothérapeute. Oui, je pense qu'en tant que soignant, mais bon voilà, principalement nous puisqu'on est là, on a un véritable un véritable travail à faire sur cette notion de déstigmatisation. Je crois qu'on doit vraiment aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont les plus à même de véhiculer des images négatives, et d'a priori de clichés qui concernent les personnes suivies en psychiatrie. Et ça concerne, de façon très globale, mais les médias, les journalistes, les politiciens, tous les gens dont la parole est très visible, très entendue. Une de mes chroniques les plus écoutées, c'est des mots pour les mots, quand on explique qu'un parano ou un maniaque, c'est pas seulement celui qui nettoie sa voiture un peu trop le dimanche. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui. Alors, même si on ne veut pas non plus faire la police à tout prix, mais tout le problème, c'est l'ambiguïté, parce qu'on va utiliser le terme autiste pour être chose qui n'a rien à voir avec l'autisme, le terme schizophrénie pour être chose qui n'a rien à voir avec la schizophrénie. On en est au point où certains collègues, c'est en discussion, mais commencent à dire qu'il faut peut-être changer le nom de la schizophrénie, c'est-à-dire l'appeler autrement. Bon, il y a des pays dans le monde où c'est quasiment fait. Mais ça sera un problème éternel, c'est sûr. Et ce que l'on souhaite vraiment, c'est qu'au moins qu'on n'associe pas un terme, et en tout cas une maladie, aux personnes elles-mêmes. Donc c'est plutôt, moi je me bats plutôt pour dire, il n'y a pas les schizophrènes, il y a des personnes qui souffrent de schizophrénie à un moment donné ou de telle maladie, parce que sinon très vite on fait la confusion entre tous les risques qu'il y a derrière, toute l'image qu'il y a derrière, et la personne disparaît, alors qu'on est tous des êtres humains qui avons les mêmes droits et les mêmes droits au respect en tout cas. Nicolas, une question. Un commentaire sur les délais de diagnostic. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans la réalité un frein à une bonne prise en charge ? Et quelles sont quel est le rôle des professions de santé pour améliorer le dépistage, repérage et aiguillage dans les prises en charge ? Alors c'est vraiment un enjeu majeur pour le pronostic de ces troubles, c'est de les dépister rapidement. Et on sait qu'on a toujours au moins 5 ou 10 ans de retard dans la plupart des maladies. Alors souvent pour des raisons difficiles à contourner, c'est-à-dire la personne qui ne se signale pas, qui ne consulte pas. Mais c'est vrai que c'est un retard majeur. Et il y a un autre chiffre, nous, qui nous inquiète un petit peu, c'est que les fameux problèmes somatiques, les comorbidités somatiques et donc l'espérance de vie ne s'améliorent pas au fil des ans, alors qu'on y travaille beaucoup. Franchement, on a mis en place beaucoup de choses pour dépister et soigner. Mais par contre, l'écart entre la population générale et les personnes souffrant de troubles psychiques, tendance même à voir ça augmenter un petit peu. Allez, un dernier commentaire d'un infirmier qui ne nécessite pas derrière de réponse. Sur 100 tentatives de suicide, 40 vont récidiver, dont la moitié dans les 8 mois qui suivent. Soignants, soyez à l'écoute. On va conclure et on commence avec vous, Laura Ravenna. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces gens qui nous écoutent et qui vous regardent ? Je pense que oui, je redirai un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la question de la déstigmatisation, parce que c'est le sujet du jour, cette question de la dangerosité, de rappeler que toutes les personnes qui sont prises en charge en psychiatrie en France sont avant tout des personnes en souffrance, bien avant d'être des personnes dangereuses, et que cette dangerosité, d'ailleurs, il ne faudrait pas juste l'envisager du point de vue hétéro-agressif, mais aussi du point de vue de la dangerosité envers eux-mêmes, du mal qu'ils peuvent se faire. Rappeler que le dispositif existe, mais qu'on manque cruellement de moyens. Et peut-être sur une dernière chose, peut-être sur la formulation aussi de la thématique. Que fait-on des malades, c'est comme ça que je crois que ça a été amené. On ne fait pas quelque chose des malades. Toute l'idée, c'est de me remettre et de favoriser la place du patient au centre de sa prise en charge et de co-construire avec lui son projet de vie. Vous avez piqué la conclusion de tout le monde. Ça ne va pas être facile pour Corinne. Dire que maintenant, on a des usagers face à nous. Oui, on a des usagers, on a des personnes d'abord. Voilà. Pas l'oublier. Et l'infirmière ? Elle prend. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a aussi chez les soignants, on fait aussi une différence entre les infirmiers en soins généraux et les infirmiers en psychiatrie. Et je pense que pour voir régulièrement des étudiants en soins infirmiers en stage en CMP, ils arrivent en général tétanisés avec mon Dieu la psychiatrie et finissent beaucoup par repartir en ayant justement évolué dans leur perception. Et je trouve que c'est
capital. Et d'ailleurs, dans la formation infirmière, il y a un passage obligatoire par un stage en psychiatrie, de permettre à ces futurs soignants de comprendre mieux, de faire face aussi à leurs propres peurs, et qui est le reflet de celle de toute la société finalement. C'est une très bonne conclusion, je vais vous dire pourquoi. Vous êtes en train de me raconter mes études de médecine. Je suis arrivé tétanisé, même je me suis évanoui en rentrant dans un service de psychiatrie sévère au début de mes études, et je suis sorti de service en embrassant tous les patients. Justement, Antoine Pellissolo, comme je fais de la communication, c'était déjà, il y avait les prémices du journaliste derrière ça. En général, ce sont des maladies de la communication. Est-ce qu'il ne faut pas que tout simplement qu'on apprenne tous à communiquer ? Oui, et donc à supprimer les peurs. Je pense que vous l'avez dit, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que le principal obstacle à la communication et puis quand même à l'entraide et à la prise en charge, que l'on souhaite tous améliorer, c'est de réduire la peur, d'améliorer la connaissance mutuelle. Ça veut dire beaucoup, ce qu'on disait pour les infirmières, ça vaut effectivement pour les médecins aussi. Nous, on se bat pour que tous les médecins aient au moins un temps de formation en psychiatrie. Je crois que la ministre a proposé cela. Je ne sais pas comment on va pouvoir le mettre en place, en tout cas pour les futurs médecins généralistes, parce que ça fait beaucoup de monde et il faut l'organiser. Mais ça me paraît essentiel. Un médecin qui connaît la psychiatrie n'aura jamais la même attitude avec les patients dans tout son exercice futur que quelqu'un qui restera sur des fantasmes ou des idées reçues, évidemment. Nicolas, votre conclusion, vous étiez trop brillant pour aller faire des stages en psychiatrie. À cette époque-là, c'était au mérite, donc vous étiez en neurochirurgie. Absolument pas. Votre conclusion? Absolument pas. J'adorais la psychiatrie. Je trouve que la santé mentale en France est un peu sous-estimée dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle nécessite comme prise en charge, ça c'est clair. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé dans nos échanges, c'est la dignité que vous avez dans leur prise en charge vis-à-vis des patients et qu'eux-mêmes ont et retrouvent dans les témoignages qu'on a vus dans cette maison des usagers. Et je crois que la coparticipation des patients à leur prise en charge, c'est un des leitmotifs aujourd'hui des prises en charge, quelles que soient les spécialités. Et on voit très bien qu'en psychiatrie, c'est un des éléments essentiels et je crois que c'est extrêmement intéressant. Dernier point, les collaborations professionnelles, nous y sommes attachés ici, pour moi, sont essentielles dans les bonnes prises en charge et je crois que ça a été un très bon témoignage ce soir de cette nécessité-là à travers vos expériences. Très belle conclusion. Alors maintenant, vous allez nous dire le thème du prochain jeudi des professions de santé. Alors un thème qui est au cœur des parcours de soins, le diabète, le fameux diabète, avec cette épidémie et ses prises en charge, là encore, multidisciplinaires. Beaucoup de choses, on va parler encore argent, mais aussi on va parler vraie coordination des soins, et un vrai sujet. Merci à vous tous, c'était très agréable cette soirée qui est terminée. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je vous conseille l'excellent papier de Bernadette Fabregas dans infirmier.com, schizophrène, un malade, parfois une insulte et derrière une personne qui est en souffrance, ce qui me permet de souligner le partenariat particulièrement efficace entre les jeudis des professions de santé et ce titre leader de l'information dans le monde infirmier. N'oubliez pas que nos émissions sont disponibles 2 mois après que nos internautes professionnels les aient vues sur notre chaîne santé YouTube Fréquence Médicale. J'espère que ces JPS sont déjà un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe beaucoup par notre entente. En attendant le prochain rendez-vous, portez-vous bien.